Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Media Ex Machina. Aujourd'hui nous allons parler de taille de truc, mais pour une fois c'est quelque chose qui nous concerne tous, nous producteurs d'images vidéo. D'où viennent toutes ces résolutions d'images? Et pourquoi en vidéo on est très souvent imposé du format alors que dans le reste, la photo ou l'imprimerie, on est beaucoup plus libre de choisir ce que l'on veut? La réponse courte, parce qu'il y a des normes et des standards industriels pensés pour rendre les signaux compatibles entre eux. La réponse longue, eh bien on en parle tout de suite. Bon, déjà on peut distinguer trois grandes familles de résolution d'images vidéo. La première, la plus ancienne, et celle qui est en cours de disparition, c'est tous les formats basés sur la numérisation d'images analogiques, en définition standard ou même encore en dessous. La deuxième famille concerne l'image numérique native pour la vidéo, c'est là où on va retrouver notamment les formats d'haute définition. Et la troisième concerne le cinéma numérique à sa propre cuisine et qui est souvent source de confusion. Avant de commencer à dérouler ces différentes familles, j'ai fait le choix dans cette vidéo de ne pas vous parler de sous-échantillonnage couleur, car il y a beaucoup de ça dépend, notamment en lien avec les formats techniques ou l'exploitation que l'on peut faire de ces images. Donc partez du principe que cette information n'est pas très intéressante ici. Du temps de la vidéo analogique, les choses étaient simples. Bon, c'était pas simple du tout, il y avait différents formats, différentes choses qui étaient faites, mais le monde s'est très rapidement structuré en deux grands standards de télévision. Le monde 525-60, que l'on appelle aussi parfois par abus de langage NTSC, qui considère 525 lignes analogiques à 60 trames par seconde, soit 30 images. Ça concerne surtout les USA, le Japon et tous les autres pays qui ont un courant électrique à 60 Hz. Le reste du monde, lui, tournait en 625-50, ce qu'on appelle aussi PAL ou SECAM. Ici, cela fait 625 lignes analogiques à 50 trames par seconde, soit 25 images. Quand on a commencé à vouloir numériser des images vidéo, le point de départ c'était donc ça. Quand on numérise une image de définition standard, on ne va utiliser réellement que 576 lignes sur les 625, les autres lignes étant en dehors de ce qu'on appelle l'image active. C'est un sujet dont on reparlera par la suite un jour. Pour le monde 525-60, on ne prend que 480 lignes sur les 525. Toutes ces lignes seront numérisées à minima avec 702 pixels par ligne, l'image active, jusqu'au maximum de 720 pixels par ligne. Et pour ça, pour les deux mondes, 625 et 525. Et c'est de là où vient le 720 par 576 et le 720 par 480. Cette norme s'appelle la recommandation 601 et on appelle ce format la définition standard, SD en anglais. On a rapidement considéré que ces résolutions de numérisation, c'est plutôt grand, en tout cas à l'époque, alors vous voyez venir le truc, on a commencé à gratter. Déjà on a fait des variantes, on sous-échantillonne l'image, toute l'image, pas que la chroma, pour arriver à des résolutions intermédiaires comme le 544 par 576. Oui, on perd beaucoup de signal. Si vous pensez que c'est pourri, dites-vous que ça a été les résolutions natives de l'ASD pour les chaînes de France Télé sur la TNT, en France, et de beaucoup d'autres chaînes aussi sur la Freebox. Certains se sont trouvés malins à faire du 704 par 576 en mode je gratte quelques pixels, on ne sait jamais, c'est toujours ça de gagner. Mais comme c'était encore trop, certains périphériques comme nos vieux téléphones portables de ce genre-là, ou certains supports comme les CD-ROM interactifs ne pouvaient absolument pas traiter cette quantité de données. Alors on a réduit. Accrochez-vous parce que ça va secouer. Je vous présente le SIF 360 par 288. Le SIF 352 par 288. Non, c'est pas le même, c'est deux formats différents, je vous rassure, c'est complètement crétin, on est d'accord. Vous trouvez que c'était encore trop, divisons encore par deux la résolution du SIF. Je vous présente le QSIF 176 par 144. Oui, dans la fin des années 90, on voyait des images floues et on trouvait ça déjà très bien. Plus petit a encore existé, mais là c'est trop pour moi, je peux pas. Bon, forcément gratter c'est facile, mais dans les mêmes années on a préparé l'avenir et défini des normes de haute définition. Ça a pas l'air maintenant, mais à l'époque ça annonçait du lourd. Déjà, ça a commencé par les japonais avec leur format Muse, qui était un genre de précurseur. De la télévision haute définition analogique, 1125 lignes, au milieu des années 80. En Europe aussi on a bricolé un truc qui s'appelle le HDMAC, mais ça n'a pas été bien loin. Les normes HD 720, SMPTE 296M et HD 1080, recommandation 709, ont donc été définies. 1280 par 720 pour la première et 1920 par 1080 pour la seconde. Le truc positif, c'est que c'est la même résolution quel que soit le standard. Vous savez, 30 images, 25 images secondes, tout ça. Le truc négatif, c'est qu'il y en a deux. Tout simplement parce que ni les équipements de production, ni les téléviseurs étaient capables dès le départ de traiter une résolution pareille avec un coût relativement gérable. Et pour info, certains équipements en interne travaillaient en 1440 par 1080, notamment le HDV et le HDCam de Sony. Encore une fois, on gratte des pixels pour faire l'économie de signal à traiter, généralement pour des questions de compression vidéo qui arrivaient à ses limites ici. Puis venu le temps des résolutions du futur. La de plus en plus célèbre recommandation 2020 qui définit beaucoup de choses, mais notamment un nouvel ensemble de résolutions. L'ultra haute définition. UHD 4K définit 3840 par 2160 et UHD 8K 7680 par 4320.
D'où viennent ces dimensions? Bah c'est simple, c'est le tuilage de 4 images HD ou de 16 images HD. C'est très simple et c'est très pratique pour les signaux et les calculs. Et devinez quoi, on va encore en faire des petits bouts. non, je déconne, pour le coup, ceux-là on les laisse entiers. Un petit aparté maintenant. Vous l'aurez remarqué, la plupart des définitions affichées sont divisibles par 2. Principalement parce que c'est plus simple et plus propre, et dans certains cas, il y a quelques impératifs techniques liés à l'entrelacement. Certaines dimensions sont aussi divisibles par 8 et parfois par 16. Ça c'est dû à certaines exigences en termes de compression vidéo, dû à la taille des blocs et à la taille des macro-blocs. J'en parle maintenant, mais on en reparlera plus tard un autre jour. Je vous parlais du HD 4K et du HD 8K, qu'il ne faut surtout pas confondre avec les normes de cinéma numérique. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas compatible, ça s'utilise pas pareil, mais tout le monde les confond. C'est cool, non? La principale norme de cinéma numérique, le DCI, a explicité 2 normes de résolution utilisées notamment pour scanner la pellicule de film. Ces normes ont été conservées quand on a commencé à faire du cinéma en projection numérique, puis après dans tous les workflows de tournage et de post-production de cinéma numérique, même si aujourd'hui on va bien au-delà au tournage. Le principe est simple, on définit le nombre de pixels dans lequel on va scanner toute la largeur de la pellicule, et en hauteur on scanne que la taille de l'image que l'on a besoin. Il a été défini 3 proportions hauteur, le flat avec un ratio de 1,85, le scope pour du 2,39 et le full container de 1,89. Alors ce dernier est un peu particulier parce qu'il a notamment été pensé pour scanner toute la taille de l'image possible, et c'est notamment très pratique pour une image tournée en cinémascope anamorphosé sur la pellicule ou sur le capteur, soyons modernes. Je vous mets ici le tableau de toutes les résolutions. Alors dans tout ce bazar, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Eh bien c'est simple, cherchez comme toujours à trouver le format le plus proche entre ce que vous produisez et la destination de votre programme. Vous aurez peut-être besoin d'augmenter la résolution redimensionnant l'image, on appelle ça gonfler. Bien sûr, cela n'ajoute pas plus de détails au signal, ce n'est qu'utilitaire. Mais dans de nombreux cas, vous produirez une image plus grande que celle que vous exporterez. Là en effet, vous perdrez du signal et de l'information, mais si c'est une exigence technique et que vous ne pouvez pas faire autrement, objectivement ce n'est pas forcément si grave que ça, c'est juste un peu dommage parfois. Après, chaque workflow est différent et demande d'être étudié à minima. J'espère que toutes ces résolutions vous ont bien fait rêver, mais on s'approche maintenant de la fin de l'épisode. J'ai eu encore l'occasion d'ouvrir beaucoup de sujets, eux aussi qui seront traités plus tard, un peu de patience, ça arrivera, je vous le promets. Bon, comme toujours, abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Et à la prochaine sur Media Ex Machina.